La semaine qui vient va-t-elle acter la réforme des retraites en France? L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation. La 14e, ce sera mardi, peut-être la dernière d'air. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Alors la réforme des retraites, c'est le feuilleton politique de ce début de mandat, de deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'on assiste au dernier épisode de la saison? C'est difficile. Peut-être de la saison 1. C'est vrai que les mobilisations de manière générale, l'intersyndicale a acté que c'était probablement pas l'instrument qui allait permettre de tenir dans le temps. Et donc on a une manifestation parce que quelques jours plus tard on a le vote d'une proposition de loi. Mais fondamentalement il y a plus probablement un renouvellement de l'action syndicale qui va se faire dans les prochains mois. Après la question c'est quel portage politique? On va très rapidement changer de séquence. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron, voir un petit peu quels peuvent être les textes examinés l'année prochaine. On commence à parler de loi immigration, etc. On rentre dans la période où la campagne des européennes va quand même marquer l'actualité de son empreinte. Donc pour l'intersyndicale, arriver à maintenir la question de la réforme des retraites au sein de l'agenda va être de plus en plus compliqué. On le voit ces derniers jours, ces dernières semaines. Malgré tout, la nature ayant horreur du vide, l'actualité passe à autre chose et les Français aussi. Et pourtant, Sophie Binet, la patronne de la CGT, se montre très offensive dans le journal du dimanche. Vous avez dû lire son entretien. Le combat des retraites n'est pas perdu. En fait, elle parle aux siens, elle parle à l'intersyndicale. C'est un vœu pieux. Ça dépend ce qu'on appelle combat des retraites et ce qu'on appelle perdu en réalité. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de garder dans l'agenda médiatique la question des retraites, un peu comme l'avait été la question du bouclier fiscal sous Nicolas Sarkozy, qui était devenu ce sparadrap du capitaine Haddock, c'est une possibilité. Et l'intersyndicale peut arriver en effet à tenir sur ce sujet. Si c'est inversé, la réforme des retraites, l'abroger sous ce quinquennat, c'est en effet très très peu probable. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et au Sénat pour le faire. On viendra sans doute peut-être tout à l'heure sur la proposition de loi. Mais cette proposition de loi, quand bien même elle serait jugée recevable dans le nouvel amendement déposé, ne passera pas les fourches codines du Sénat. Si demain une note doit être déposée et une note sera probablement déposée, il n'y aura également pas de majorité pour la voter dans les deux chambres. Donc sous ce quinquennat, cette bataille apparaît relativement perdue. Mais les deux premiers décrets, on le rappelle, d'application sont apparus aujourd'hui. Sont parus aujourd'hui. Oui. Donc elle devrait rentrer en application. Toutefois, en maintenant la question dans l'agenda médiatique jusqu'en 2027, l'intersyndicale s'assure que dans les programmes, dans le cadre de la campagne, l'abrogation de cette réforme reste une priorité et donc la bataille peut être gagnée, mais pas maintenant. Alors Benjamin Morel, vous l'avez dit, il y a une pression, en tout cas il y a une pression qui monte avec ce projet de loi qui va être déposé par le groupe Lyot, donc ce sera jeudi prochain. On va reparler de l'article 40, mais d'abord on va revenir à l'article 40 qui va peut-être devenir aussi célèbre que le 49.3, on verra ça. C'était mercredi, donc on repart à mercredi. La Commission des affaires sociales examine donc cette proposition de loi d'abrogation. Alors on le voit, la salle est bondée, l'ambiance est électrique, et alors finalement la Commission, ce qui doit arriver, c'est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à vider, la majorité a gagné une petite victoire. Mais d'abord, on va écouter justement la colère de l'opposition et du groupe Lyot. On va nous interdire de voter, on nous interdit de déposer des amendements, on interdit à la presse d'assister à nos débats. La salle est pleine et une vice-présidente d'ailleurs de l'Assemblée nationale a demandé pour des raisons de sécurité qu'on évacue la salle pour aller dans des salles plus larges. La présidente de la commission est en mode panique et passe son temps à téléphoner à la présidente de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons vraiment que chacun reprenne ses esprits. La terreur de la minorité présidentielle, c'est qu'on en vienne au vote le 8 juin. C'est ça toute leur stratégie. Empêcher les représentants du peuple de se prononcer sur ce texte. C'est quand même extraordinaire. Mais la majorité a gagné finalement. Oui, la majorité a gagné. Alors il faut faire un point de procédure parlementaire. Ce sur quoi vont débattre les députés le 8 juin. En fait, ce n'est pas le texte de Lyot, c'est le texte modifié par la Commission depuis 2008, le texte qui arrive en séance, dans l'hémicycle, ce que les Français connaissent et ont l'habitude de voir. C'est un texte qui a été modifié en amont dans une commission, c'est-à-dire dans une structure qui est une structure spécialisée de l'Assemblée. Et donc, lors de cet examen-là, l'article qui fait l'intérêt de cette proposition de loi, qui ramène l'âge à 62 ans, cet article a été supprimé par la majorité. Si jamais l'opposition veut rétablir cette retraite à 62 ans dans le cadre de cette proposition de loi qui sinon n'a pas beaucoup de sens. Elle est contrainte de déposer un amendement. Cet amendement, il repasse sous les fourches codines de la présidence de l'Assemblée qui va devoir décider si
il est recevable ou irrecevable. Et c'est là qu'on retrouve notre maintenant célébrissime article 40. Parce que si jamais cet amendement, la présidence de l'Assemblée, pas Éric Coquerel, Yael Braun-Pivet, considère que, il crée des coûts supplémentaires, qu'il crée une charge supplémentaire pour l'État, elle peut le déclarer irrecevable. Et si elle le déclare irrecevable, les syndicats se mobiliseront le 6, mais le 8, ce que l'on examinera, c'est une proposition de loi totalement vidée de sa substance, totalement inintéressante politiquement. Et en effet, là, la majorité aura gagné. Mais ça pose la question du travail parlementaire. C'est-à-dire que si on peut effectivement enlever toute la substance d'une proposition de loi, à quoi servent les parlementaires ? C'est le gros problème, si vous voulez, parce qu'on est dans un système en France où le Parlement a quand même très très peu de pouvoir. Quand vous regardez les comparaisons dans le monde occidental, le Parlement français est l'un de ceux qui a le moins de pouvoir. Mais pour arriver à malgré tout ménager un peu d'espace de liberté aux parlementaires, on a ce qu'on appelle des conventions parlementaires. Par exemple, le fameux article 40, on l'applique très rarement aux propositions de loi. Quand Éric Coquerel dit d'habitude on se bande les yeux et là on m'accuse de ne pas le faire, il a plutôt raison en réalité. Il y a beaucoup de propositions de loi qui passent, beaucoup de propositions de loi qui sont passées ces dernières semaines, qui créent des coûts supplémentaires. Mais là, c'est un prétexte, c'est ce qu'on reproche à la majorité. Et en effet, on aménage la Constitution, etc. Pourquoi ? Parce que sinon, l'initiative parlementaire, elle est réduite à peau de chagrin. De même, quand vous avez une proposition de loi qui vient de l'opposition a très peu de chances de faire voter ces textes. Et donc, on ne va pas les supprimer, on ne va pas les limiter, on ne va pas les réécrire en commission. On laisse l'opposition débattre de ces textes en séance publique parce qu'il y a un rôle tribunicien. Là, ce qui a été fait, c'est justement contre les usages. Ce n'est pas contre la Constitution, mais c'est contre les usages. On va probablement rendre irrecevable un amendement qui crée des coûts supplémentaires. Et de l'autre côté, la proposition de loi qu'on va discuter, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'imaginait Charles de Courson. Donc voilà, donc des rendez-vous les 6 et 8 juin. C'est-à-dire après, il n'y a plus de marge de manœuvre, si ce n'est de revenir à chaque fois à la charge. Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition sur ce dossier ? Alors, il faut voir qu'une fois par mois, il y a ce qu'on appelle des niches parlementaires. Ces niches parlementaires, c'est des journées qui sont consacrées à l'ordre du jour de l'opposition. Là, en l'occurrence, c'est la niche du groupe Lyotte. Donc, vous avez une niche Lyotte, mais à l'automne, vous aurez une niche socialiste, vous aurez une niche LR, etc., etc. Donc, il est assez probable qu'il y ait d'autres textes comme ça à l'Assemblée et au Sénat qui soient déposés et qui soient l'occasion des mêmes mélodrames. La question, c'est à quel moment l'opposition décide qu'elle est épuisée, à quel moment la majorité trouve assez délicat de chaque fois utiliser l'article 40, parce que si elle l'utilise sur les propositions de loi relatives aux retraites, elle va devoir également l'utiliser contre ses propres amendements et ses propres propositions de loi. Donc, in fine, c'est elle-même qu'elle ampute. Et donc, là, il va y avoir un jeu qui risque d'être un marathon, un jeu dont le principal perdant risque d'être le Parlement, parce qu'aujourd'hui, ce Parlement gagne un peu de puissance au vu de la majorité relative. Il fait passer des textes qui sont les siens, pas ceux du gouvernement. Et là, ce qui est en train de se passer, probablement va limiter cette marge de manœuvre demain. Et la majorité, est-ce qu'elle remporte en fait ? Là, c'est vrai que Emmanuel Macron s'était donné 100 jours. Ils arrivent, les 100 jours, puis ce sera le 14 juillet. On voit qu'il est en train, en tout cas, il ne descend plus dans les sondages. Il y a 2 sondages récents, même vraiment un frémissement, mais il a arrêté effectivement cette descente aux enfers, si j'ose m'exprimer ainsi. Il gagne en étant hyperactif, en étant à l'écoute. Alors, il est en train de gagner pour l'instant la fameuse bataille de l'agenda. Vous savez, depuis quelques semaines, on est toujours dans cette bataille-là en réalité. Vous avez des syndicats et une NUP qui veulent rester sur l'agenda des retraites, et de l'autre côté, un gouvernement qui a envie de parler de tout, sauf de ça. Et donc, ce faisant, ici, Emmanuel Macron parvient peu à peu à changer l'agenda, à lancer d'autres thématiques qui n'induisent pas forcément de nouvelles réformes, etc., parce qu'il n'a pas de majorité pour les faire voter. Mais malgré tout, l'opinion est en train de tomber à autre chose, donc elle se décrispe. Comme elle se décrispe, le président ne s'envole pas dans les sondages, mais il arrête de baisser et il remonte un tout petit peu dans ce qui fait sa base traditionnelle. Et le fait que Standard & Poor's n'ait pas dégradé la notation de la dette française, là aussi, c'est présenté en tout cas par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, comme une victoire. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une victoire, parce qu'il n'a pas dégradé, mais on reste en A négatif. Néanmoins, par rapport à la réforme des retraites, c'est en effet quelque chose de symboliquement très important. Parce qu'il faut bien voir que la dernière dégradation par l'autre agence de notation était une dégradation, je crois, était une dégradation qui arrivait totalement à contretemps pour le gouvernement. Parce que expliquer que vous faites une réforme des retraites justement pour être crédible et pour pouvoir potentiellement emprunter pour réformer les services publics, alors que de l'autre côté vous êtes dégradé de manière concomitante, mais c'est tout un logiciel qui s'effondre. Là, en l'occurrence, ça vient rassurer le logiciel du gouvernement.
Alors, autre séquence forte de cette semaine, c'est une commission d'enquête, encore une parlementaire, donc sur les ingérences étrangères, donc sur les liens entre le Rassemblement national et... enfin, c'était surtout sur les ingérences étrangères. Et évidemment, c'était le Rassemblement national qui avait demandé ce rapport pour faire la lumière sur ces liens avec Vladimir Poutine. Alors, le texte, on le connaîtra jeudi prochain. Il n'empêche, certains disent que c'est vraiment à charge contre le Rassemblement national, contre Marine Le Pen. Elle contre-attaque en disant que pas du tout. Est-ce que ça peut justement écorner son image ou pas? Alors, il y a deux aspects. D'abord, jusqu'à présent, le Rassemblement national a bien joué le jeu parlementaire. Ils ont été assez intelligents justement pour entrer dans une stratégie de normalisation. C'est l'une des premières grosses fautes qu'ils commettent parce qu'en réalité, cette commission d'enquête, c'est eux qui l'ont demandé. Avec l'espoir que justement, eh bien, elles les blanchissent. Mais lorsqu'il y a des éléments à charge qui existent et que de l'autre côté, les commissions d'enquête étant composées à la proportionnelle, quoi qu'il arrive, même si c'est le RN qui le demande, le RN il demeure minoritaire et donc n'a pas les moyens de tenir ses conclusions, eh bien, c'est un peu le jeu de l'arroseur arrosé. De l'autre côté, sur le fond, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose par rapport à l'électorat du Rassemblement national. Vous savez, en règle générale, les électeurs, soit du Rassemblement national ou d'ailleurs d'autres partis, lorsqu'une affaire arrive contre le parti dont vous êtes proche, eh bien, c'est plutôt la théorie du complot, le sentiment de persécution qui l'emporte. C'est vrai chez LR, c'est vrai à la FI, c'est vrai également dans les partis centristes. C'est particulièrement vrai dans l'électorat Rassemblement national qui, face à ce type d'affaires, a plutôt tendance à nier ce qui peut exister et au contraire à être dans une position qui est une position de défense. Voilà, et ce qui est surprenant, effectivement, c'est qu'il y a deux sons, effectivement, d'un côté, c'est à charge, de l'autre, non. Donc, on a hâte de découvrir. Lire le rapport. Lire le rapport jeudi, comme ça, on pourra se baser sur du concret. Merci Benjamin Morel, d'avoir participé à ce Dimanche en politique. À très bientôt.